Bonjour, merci à tous les rescapés du samedi après-midi, à ceux qui s'intéressent au thème de la médecine et du hasard. Je vais faire juste une brève introduction pour dire comment penser le hasard en médecine. Pour ouvrir un débat, je vais juste essayer de donner quelques pistes qui vont pas déflorer celles qui m'ont été indiquées par les intervenants de cette table ronde, pour donner une idée de la diversité des approches possibles. Mais peut-être, comme le disait Étienne Klein en ouverture de ce congrès, peut-être qu'on peut faire dire tout et son contraire au hasard. Depuis le début de son congrès, de nombreux intervenants ont montré que la vie ont montré le rôle central du hasard dans les processus du vivant. Hasard de la variation, hasard de la mutation génétique soumise à la sélection naturelle ou propagation par la dérive génétique. Hasard du mouvement moléculaire sur lequel se construit un ordre cellulaire, expression stochastique des gènes, hasard des coopérations d'espèces. Bref, le vivant semble se construire sur du sable mouvant. Quant à la médecine, elle s'écrit aujourd'hui en termes de probabilité à travers l'evidence-based medicine qui en a fait son socle. Faut-il y voir le reflet de la variation aléatoire et intrinsèque du vivant ou le miroir de notre ignorance et de nos incertitudes que les sciences biomédicales se doivent de réduire à la portion la plus congrue? Et est-ce le hasard qui fait que la médecine est un art, comme on le disait autrefois, terme auquel je préfère une pratique sociale plutôt qu'une science? Voilà quelques pistes que je lance et qui témoignent de la multiplicité des approches. Mais maintenant, je vais vous présenter l'ensemble des invités aujourd'hui et qui vont vous donner leur approche à eux. Je le fais par ordre alphabétique. Et c'est tombé sur vous, Xavier Emmanuelli. Vous êtes vous êtes médecin, bien sûr. Vous avez été secrétaire d'État à l'action humanitaire. Vous êtes le fondateur du SAMU social. Je ne vais pas donner l'ensemble de vos titres et travaux à tous. Si vous pensez qu'il y a des choses qui manquent, vous l'ajouterez. Norbert Gautrin, vous êtes urgentiste à SOS Médecins. Vous avez participé à des missions exploratoires humanitaires. Vous avez également travaillé au SAMU social. Et si j'oublie des choses, vous les rajouterez. Thierry Harvet, qui est à côté de moi, vous êtes chef du service de la maternité des diaconesses depuis 25 ans maintenant. Je m'excuse de vous le rappeler. 27. Vous vous occupez, vous militez beaucoup pour le droit à l'IVG, le droit à la PMA, et aussi à travers une association qui s'appelle Solipam pour les femmes dans la précarité. Xavier Jontza, vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Vous avez également fait de la thérapie familiale. Vous travaillez en secteur libéral à Paris, où vous travaillez beaucoup sur les thérapie comportementale, vous me rectifierez si je me trompe, et vous êtes praticien attaché à l'HEGP, à l'hôpital européen Georges Pompidou, en addictologie. Et enfin, Sylvie Zucca, vous êtes psychiatre, psychanalyste en secteur libéral. Vous avez également travaillé au SAMU social sur le terme psychiatrie et précarité, et vous travaillez également avec des migrants, comme vous me l'avez signalé. Voilà, je vais vous interpeller les uns et les autres sur des idées que vous m'avez données, que vous avez lancées. D'abord, il y a cette idée qui est souvent généralement admise, qui dit les maladies surviennent au hasard. Xavier Emmanuelli, vous m'avez dit ça notamment. Est-ce que le cancer, le Parkinson, la maladie d'Alzheimer surviennent au hasard? C'est vrai qu'on a du mal à prédire qui va avoir ces maladies. Pendant des années, des siècles, on ne pouvait pas donner de nom à ces maladies. Maintenant qu'on sait les nommer, comment elles surviennent et pourquoi, après quel hasard de la transmission, de l'hérédité. Là, bien sûr, on connaît ces développements, on sait là où il y a le plus de chances qu'elles se développent, mais bien sûr, il faut laisser la part du hasard et de la distribution avec plus ou moins de chances qu'elles éclosent dans telle ou telle population. Et je crois que c'est le péché d'orgueil de croire qu'on va maîtriser toujours, tout le temps, les maladies, qu'elles soient épidémiques, métaboliques, ou bactériennes ou virales. Moi, je ne le crois pas. On fait ce qu'on peut, pas de rêve prométhéen, on n'est pas dans la toute-puissance. Restons
dans l'humilité. Norbert Contrat, c'est aussi une idée que vous m'aviez soumise, ces maladies qui surviennent au hasard. Oui, c'est vrai que c'est des chercheurs de Johns Hopkins qui ont, oncologues, qui ont dit que finalement, après toutes les études possibles imaginables, il y a des facteurs favorisants, c'est-à-dire on peut effectivement fumer, avoir un mode de vie dégradé, etc., et favoriser l'apparition de cancer. Je crois volontiers, d'ailleurs, au fil de mes observations propres, que souvent des gens peuvent développer des cancers après une grosse épreuve de la vie, après quelque chose qui les a profondément touchés, marqués. Mais manifestement, je crois que sinon, la conclusion de Johns Hopkins, de ces chercheurs, c'est de dire que c'est de la malchance. Alors, je crois que c'est en plus, par hasard, la session suivante qui parle de ça. Oui, tout à fait. Mais à je propos pense du qu'effectivement, ils ont conclu que c'est une malchance et que c'est simplement pas des facteurs héréditaires, c'est la malchance. Il y a quand même beaucoup de cancers qui sont dus à des expositions. Il y a des cancers qui ont des origines infectieuses, virales, par exemple l'hépatite, par exemple l'HPV. Donc on a des causes, en tout cas potentielles, même s'il est difficile de dire que les maladies sont monocausales. Alors est-ce que ça change un peu le point de vue, ça, Xavier Emmanueli? Je crois que depuis l'aube des temps, on a toujours cherché les causalités. C'est d'abord parce qu'on avait contrarié les dieux qui se vengeaient, aussi bien en tant que sujet qu'en tant qu'âme groupe de la tribu. On avait péché, ou alors c'est parce que quand on était au stade de compréhension des humeurs, c'est parce qu'on était plus colérique, lymphatique, mélancolique, que sais-je. Mais il y avait toujours une raison, et on a toujours cherché des raisons. Et c'est peut-être pour lutter contre la fatalité. Il y a, bien sûr qu'il y a des causalités, mais heureusement qu'on est autre chose que des causalités et qu'il y a l'intervention du psychisme, de la création, si j'ose dire. Et donc, heureusement, on n'est pas que des mécaniques. Il y a une chose que je voudrais un peu définir, peut-être définir ce que c'est le hasard. Parce que, alors, risquez-vous, parce que ça fait 3 jours qu'on essaye. Hein. On essaye parce que c'est ça notre sujet. Parce qu'en bon allemand, ce que je cherchais en probabilité, c'est évidemment là, c'est un refus de non-causalité. La probabilité, comme moi je la comprends, c'est une attente expectative à la recherche d'une causalité d'un événement qu'on ne peut pas expliquer. Et je crois que cette tentative, c'est une mesure du possible des événements, parce qu'on ne peut pas expliquer, par exemple, un événement singulier. Donc, on essaie de mesurer ce possible à travers la répartition de la répétition. Et à travers cette répétition, en fait, le hasard devient de nouveau mesurable et on a de nouveau une conceptualité causale qui est importante. Mais en tant que psychiatre, c'est compliqué parce que est-ce que moi, dans mon quotidien en tant que psychiatre, je peux me réduire uniquement à cette conception mathématique de la probabilité ou du hasard? Parce que, comme mon premier chef avait toujours dit, la psychiatrie, c'est la couronne de la médecine parce que c'est biologique, c'est psychologique et c'est social et ce sont des dimensions très importantes. Alors, comment peut-on donner une définition du hasard qui dépasse un peu cette approche probabilistique des mathématiques? Et une idée peut être qu'on voit un peu le hasard comme le résultat de deux séries causales qui sont disjointes l'un de l'autre et qui se croisent à un moment donné. Par exemple, pour l'expliquer, il y a l'amour romantique. L'amour romantique cherche le hasard. Je veux trouver la plus belle, la plus aimable, la plus jolie. Donc là, il y a un sens. Le sens est aussi très important, je crois, dans ce débat autour du hasard. Donc, il y a quelqu'un qui part dans la nuit, plein d'amour qu'il cherche, et il va croiser quelqu'un d'autre qui rentre du travail fatigué dessus.
épuisé, et baf, 2 séries causales, il y a un accident de voiture, il y a un mort, le destin a frappé, et ces deux événements ont créé le malheur. Donc là, on a tout le lien que le sens crée aussi du hasard, avec le bien-être, une recherche d'amour, avec la tragédie, avec la mort. Tout ça au niveau du sens. Où nous, qui sont des professionnels de la santé, vont rencontrer notre passion à nous. Sylvie Zucca, vous vouliez commenter ce qui vient d'être dit? Non, pas commenter, aller à côté. Enrichir. Non, c'est différent, c'est chacun. Ça fait 2 jours que j'assiste à ce colloque très intéressant, et je crois que la première chose que j'ai à en dire, c'est que il y a tellement de perceptions et de positions par rapport à la question du hasard que chacun est bienvenu et personne n'est spécialiste, peut-être. Voilà, donc chacun y va de son grain de sel. En tout cas, ça met au travail. Et moi, ce que je peux dire, c'est que depuis 2 jours, j'ai eu l'idée de revisiter la nosographie, même psychiatrique. Alors, je suis psychiatre, psychanalyste, c'est pas tout à fait comme mon collègue. C'est-à-dire que je pourrais parler aussi de la question de l'inconscient, mais là, je suis et de ses inventions et du rêve et de l'aléatoire de ses rêveries et de ces mots qui surgissent. Mais pour l'instant, en tant que psychiatre, depuis 2 jours, j'ai été amenée à me dire, tiens, au fait, si dans les études de médecine, on mettait le hasard comme programme, eh bien, il y a toute la nosographie psychiatrique qui m'est venue et qui s'est déclinée, avec en premier top niveau la question de l'angoisse. Comment on fait par rapport à la question du hasard pour survivre, et tous ces gens anxieux qui veulent savoir, soit mettre des causalités, si j'ai un cancer, est-ce que c'est de ma faute docteur, effectivement chercher à tout prix des causalités. Après, il y a la fameuse névrose obsessionnelle dont vous avez tous entendu parler, avec les gens qui se rassurent par des micro-croyances comme ça, mais comme s'ils pouvaient réussir à traquer tout ce que le destin viendrait mettre comme hasard entre eux et leur volonté. Ensuite, vous avez les grandes mélancolies dépressives qui se laissent aller, comme si là, il n'y avait plus de prise sur leur destin et seul le hasard de la rencontre avec la mort les tirait vers l'avant. Et puis, vous avez ceux qui, de l'autre côté, vont passer de l'autre côté de la barrière, gaiement dans le délire, où là, les hasards s'orientent différemment selon le type de délire, en n'oubliant pas la paranoïa qui, elle, va mettre un sens à chaque petit mouvement que vous faites, qui va être orienté dans un sens persécutif. Tout ça pour vous dire que c'est d'une richesse incroyable, cette histoire du hasard, et que, en tant que clinicien, effectivement, qu'est-ce qui fait que ça va faire rencontre aussi? Qu'est-ce qui fait qu'une personne, que ce soit gynécologue, psychiatre, médecin, quelque chose va passer, mais ça peut être totalement phénoménologique, sensitif, sensible, un regard, une voix. Et j'ai comme ça une femme qui avait, alors qu'elle avait été abandonnée à ce qu'on appelait à l'époque la DAS, écrit sur un bout de papier, plus tard quand je serai grande, j'aurai des enfants, et j'irai voir une dame avec qui je parlerai. Cette dame, ça a été moi, choisie, sur ma façon uniquement de lui dire bonjour quand elle est arrivée. Hasard. Et après, il y a une autre chose dans ma pratique, il y a 2 choses, après je ne vais pas monopoliser la parole, qui me tiennent à cœur. C'est effectivement dans ma consultation avec des migrants, cette espèce de grand melting pot là, de la migration humaine dans laquelle on est pris aussi comme petit autre à parler, avec cette très faible probabilité qu'il y avait pour ce monsieur guinéen et moi, Sylvie Zucca, vivant à Paris, de faire rencontre un jour. Et pourtant, ça a lieu. Ça, c'est magique et je ne m'en remettrai pas. Ce qui, par contre, m'attriste et sur lequel je travaille aujourd'hui, c'est comment, avec les jeunes, je reçois beaucoup d'adolescents, par le biais de ce que la vie numérique offre comme possibilités, mais qui sont autant de pièges, il y a la croyance qui peut leur donner l'idée que c'est facile de passer de l'autre côté de l'autre côté du miroir, et que là, il n'y aurait plus du tout de hasard, que c'est le destin qui leur fait rencontrer leur alter ego numérique. Ça, c'est tout à fait inquiétant. Et j'en profite pour conclure là-dessus. Il est vrai que, partant de Covid, avec ce virus dont on ne sait pas par où il va circuler, le système de croyance, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine, s'est développé de façon considérable, comme pour conjurer le hasard, l'incertitude. Et donc, se développent des positions sectaires avec toute une théorie au niveau des petits boucs émissaires les uns après les autres, théorie qu'on connaît bien dans la grande histoire, mais qui se manifeste avec jubilation dans ces moments-là. Voilà.
Oui, qui est assez fréquent dans les épidémies. Alors, vous pouvez repasser éventuellement le micro à Xavier Jonza. Il y a peut-être un point de dissension entre vous deux. Vous avez parlé d'une classification comme ça, d'une nosologie. Et j'ai été frappé dans ce que vous m'avez envoyé, Monsieur Jonza. Vous m'avez dit le DSM-3, c'est une façon, donc ce manuel de psychiatrie, c'est une façon d'essayer de restreindre le hasard. Certainement, mais je voudrais remercier encore de cette première explication de la psychopathologie de nos patients est vraiment montre comment la perception d'un fait dépend de la maladie. Donc, je trouve ça très juste que l'anxieux, il est tellement anxieux qu'à chaque moment, le ciel peut lui tomber dans la tête. Quand il va voir l'ascenseur, c'est là où la catastrophe va venir. Quand il prend le métro, en traversant en bas la Seine, c'est là où va s'écouler et il va être submergé des débris et de l'eau. Ou le psychotique, le paranoïaque, qui va être assis dans un café et chaque regard va le percer avec une mauvaise intention. Il va se sentir persécuté, menacé. Donc, nous avons cet effet de miroir. Et pour la dépression, c'est très clair. Il y avait un grand psychiatre qui avait dit l'index de la culpabilité se tourne vers toi. Ça, c'est la dépression. La dépression, c'est la culpabilité. Et le hasard, chaque hasard, c'est ma responsabilité, c'est ma faute. C'est parce que je n'étais pas suffisamment bon que je suis malade. Et c'est juste. C'est la punition. Ça ne peut pas être autrement. Évidemment, il y a maintenant les autres pathologies, mais peut-être je pourrais dire quelque chose de plus tard. Le hasard dans le trouble post-traumatique ou le hasard dans cette machine à produire des hasards qui est le trouble de l'attention. Ou un gamin qui a des troubles de l'attention ou même un adulte, il produit des hasards en permanence. Il oublie de nouveau quelque chose qu'il a oublié. Par exemple, donc c'est en permanence. Donc, ça c'est un aspect. Mais maintenant, évidemment, comment nous avons, comme dans l'histoire de la psychiatrie, comment nous avons essayé de diminuer le hasard. Parce que ça c'est un aspect qui pour moi était très marquant, cette tentative en médecine de diminuer des risques. Justement, je vais peut-être passer la parole à Xavier Emmanueli, parce que vous m'avez beaucoup dit, et on l'entend tout à fait bien, que le médecin est là pour réduire la part de hasard, justement, pour traiter au mieux son patient. Enfin, c'est ce qu'il croit. Mais on peut en avoir l'illusion. Simplement, au cours de l'histoire, il y a eu la perception de la maladie et du médecin qui était subjective. C'était les dieux qui se manifestaient, en tout cas la providence ou le destin. Et il y avait des manœuvres conjuratoires. Et par exemple, les médecins de l'ancien temps faisaient des saignées. Par analogie au puits qui était souillé, on retirait l'eau souillée pour faire monter l'eau propre. Et donc on faisait des saignées quand les gens étaient malades pour retirer le sang souillé. Et c'est comme ça qu'ils le voyaient. Dans l'Antiquité, c'était plus harmonieux. Il s'était passé quelque chose de disharmonieux qui se traduisait dans les organes, dans les pensées. Et il fallait rétablir l'harmonie de l'âme et du corps. Et puis il s'est passé quelque chose avec la révolution industrielle, avant d'ailleurs avec Descartes, avec la métrie. On est des mécaniques. Je donne un coup de pied à un chien, je sais qu'il va pousser un cri et s'en aller, donc c'est une mécanique. Et donc c'est l'animal-machine. Et la métrie, qui était médecin, a été plus loin. Elle a dit, mais et l'homme, c'est pareil? On dit, mais attends, l'homme, non, parce qu'il a une âme. C'était pas si bête. C'est-à-dire qu'il y avait une pensée, un psychisme. Et donc, on en est encore avec le 19e siècle. Et maintenant, à croire qu'on est des mécaniques, que des mécaniques, avec le rein est malade, ça fait rien, on va le remplacer, le foie, la rate, que sais-je, la hanche, les poumons. On n'est que des mécaniques. Seulement, voilà, des mécaniques, l'ère industrielle, on fait des mécaniques pour produire quelque chose. Et l'homme mécanique, il produit quoi? Il produit du sens, et il produit de l'amour,
et il reçoit du sens et de l'amour. Et le médecin moderne, il est à la croisée des chemins. S'il ne répare que la mécanique sans comprendre les finalités, c'est un mauvais médecin. S'il ne voit que les finalités, c'est un charlatan. Il est au milieu du gué. C'est une mécanique avec un projet, avec un objectif, avec des outils impalpables. Donc vous voyez, c'est pas si simple. Nous sommes dans la pensée 19e encore maintenant, dans le positivisme. Il est temps que les médecins évoluent un peu. Merci. On a beaucoup entendu d'ailleurs au cours de ce congrès une critique de cette notion de mécanique, de machinerie, même cellulaire, etc., sans parler d'âme. Thierry Hervé, on vous a pas entendu, j'aimerais bien qu'on vous entende un peu. Notamment, vous m'avez parlé, vous, de diagnostic fortuit. On cherche quelque chose et puis on va trouver autre chose. Mais peut-être vous voulez commenter ce qui vient d'être dit. Ah non, je suis complètement d'accord avec Xavier sur ce qu'il vient de dire. Quand on s'engage dans la médecine, si on n'a pas un mélange, un petit peu de science, parce qu'on a quand même quelques études où on apprend des choses, et puis de l'empathie et de la compassion. On n'est pas, ça fait 40 ans que je fais de l'obstétrique. Si tout d'un coup, je pense que juste un enfant qui sort, c'est un mobile qui sort d'un stabile, je m'en vais. Enfin, j'ai juste fini et puis au revoir et puis bonjour chez vous. Non. Quand je parlais du hasard, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le fait qu'en médecine, on nous ait appris à observer. C'est-à-dire que la première des choses, quand quelqu'un vient, on regarde, on sent, on écoute, on essaie de voir parmi ce qu'on a appris si on peut arriver à faire quelque chose. Et là, je vais aller jusqu'à Hippocrate. À un moment, Hippocrate a écrit un livre qui s'appelait Le Traité des vents. Ça voulait dire qu'autour de quelqu'un qui était malade ou mourant, il devait y avoir un truc dans l'air qui faisait que quand on s'en approchait, on était plutôt plus malade que quand on s'en écartait. Et puis après, vous allez voir où je vous emmène sur les histoires nosocomiales. Il y a avant ce qui s'était passé à Budapest par Samuel Weiss, il y a un Écossais qui a dit mais autour des femmes enceintes qui accouchent, il y a celles qui sont malades, il y a quelque chose à faire si on se lavait les mains. Mais comme il était écossais et qu'on n'a pas trop lu, on est tombé dans l'histoire de Samuel Weiss. Et donc ça, je vous rappelle l'histoire qui était simple. Il y avait deux maternités, une à Buda, une à Pest. Une où c'était les médecins qui travaillaient, l'autre où c'était des sages-femmes. Et celle où les médecins travaillaient avait un taux de mortalité épouvantable, de manière à ce que les gens disaient « mais je ne veux pas aller là où il y a des médecins, je veux aller là où il y a les sages-femmes ». Jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que mes charmants collègues, après avoir fait des dissections, omettaient juste de se laver les mains. Et là, je remercie la pandémie où on a enfin découvert qu'on pouvait se laver les mains. Ouf, on a des masques, mais ça ne vous empêche pas de vous laver les dents et d'enlever le petit morceau de salade que vous avez de coincé entre les dents. Quand on va les enlever, ça va être drôle. Et donc, on cherche, on voit, et de temps en temps, du fait du hasard, ça s'appelle Fleming, qui tout d'un coup a découvert la pénicilline, et c'est l'ère des antibiotiques, on a découvert la cocaïne et ses dérivés, ce qui permet de faire des anesthésiques, etc. Donc, il y a plein de choses. Et d'un autre côté, lorsqu'on a une maladie qui guérit à 99%, je ne la citerai pas, on est même à 99,8%, sans trop de soucis, c'est la raison pour laquelle on a des masques, pour démontrer qu'un traitement est efficace. Je vous voyais, entre le hasard qui fait que on va mieux et puis le traitement où on dit je sais que j'ai trouvé le traitement universel avant d'arriver à démontrer que ça fonctionne. Et là, il y a quelque chose qu'on a appris nous qui est le tirage au sort. Lorsque vous avez envie de démontrer quelque chose, alors bien évidemment, la première des choses c'est de ne pas nuire. Si vous dites je veux tester l'antibiotique A versus l'antibiotique B, l'antibiotique A étant celui de référence, l'antibiotique B étant celui où on pense que c'est mieux, la première des choses, il va falloir démontrer qu'il est au moins aussi efficace. Donc ça, c'est la première des choses. Et si on veut démontrer qu'il est plus efficace, il va falloir faire un tirage au sort, comparer les groupes et ensuite étudier, savoir s'il y a une différence réelle significative et en plus un service médical rendu. Donc là, voilà. Donc le hasard, si on accepte ce tirage au sort, alors c'est un petit peu difficile dans nos sociétés latines. Les anglo-saxons le font, je ne vais pas dire sans problème, mais voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de casseroles sont tombées. Prenons une en obstétrique. Y a-t-il plus d'accouchements au moment de la pleine lune? Ok. Vous connaissez la réponse. Donc, chez mon maître Ravina, quand j'étais assistant à la Riboisière, on a fait des thèses sur les accouchements spontanés, pas les déclenchements, pas les césariennes programmées, etc. Que dalle.
Que dalle. Donc quand tout d'un coup vous dites, oh là là, j'ai beaucoup travaillé, il y avait la pleine lune, ou les femmes qui vous disent, est-ce qu'il y aura une équipe de garde, voire une deuxième, parce qu'il y a une pleine lune qui arrive? Que dalle. Et puis il y a plein de choses comme ça. Toujours pour revenir à l'obstétrique, madame, ne levez pas les bras, ça va faire descendre le bébé. Mais j'aurai une cohorte de femmes avec les bras en l'air pour qu'elles puissent accoucher. Ne faites pas de voiture, vous allez accoucher, là aussi. Ne faites pas de sport en début de grossesse, mais au contraire, faites du sport. Il faut éviter les sports de contact. Ne croisez pas les jambes, le cordon va se mettre autour du cou. Donc toutes ces croyances qui étaient dues, tout ça, parce qu'il y avait tout d'un coup, quelqu'un a dit « Ah, mais il s'est passé quelque chose », c'était dû au hasard de la première observation, et après, continuons à observer. Je terminerai juste sur quelque chose qui nous a bien cassé les pieds, qui était ce qu'on appelait le chromosome assassin. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Xavier. Et donc, à un moment, on a essayé d'expliquer le fait qu'un certain nombre de nos concitoyens, compatriotes, etc., se retrouvaient en tôle parce qu'ils avaient assassiné. Donc, on s'est dit, on va faire des karyotypes. Et tout d'un coup, donc une étude des chromosomes. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a dit, oh, parmi la population carcérale aux États-Unis, il y a plus de gens qui ont 2 chromosomes Y. Ok. Puis après, on a eu plein de publications qui montraient que c'était pas plus que ça. Sauf que quand vous faites, ce qui est mon cas, du diagnostic anténatal, que vous faites une amniosynthèse, que vous dites à la dame, alors, tout va bien, sauf que votre garçon a 2 Y. Quoi, comment je vais faire un grand psychopathe assassin? Donc, voilà, c'est pareil. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dues au hasard de la première publication, où tout d'un coup, quelqu'un qui se trouve soit à Paris, soit à Marseille, pense que tout d'un coup, il a découvert le Graal. Non, il y a des hasards de première publication, puis il y a des hasards pour lesquels il faut vérifier. Les idées reçues sont des prisons de longue durée, disait Fernand Braudel. Je vais passer le micro à Sylvie Zucca. Oui. Mais auparavant, je voudrais dire quelque chose pour te reprendre. C'est que, quoi que tu fasses, au cours des siècles, il y a cette notion de purification. On se purifie, on se lave les mains, ça s'appelle de l'hygiène. Un des enfants d'Esculape, et j'y ai. Et la purification fait partie, partout dans les images, dans les représentations médicales, il faut qu'il y ait à la fois un sacrifice et une purification. Sacrifice au couteau. Hein. D'accord. Ça va s'arranger. Sylvie Zucca, des commentaires sur ce qui vient de se dire. Non, oui, j'en profite pour parler de l'actualisation de ce qui se passe en psychiatrie et en pédopsychiatrie, puisque je reçois des enfants. Et je vois arriver quelque chose où, au nom d'un discours pseudo-scientifique qui éliminerait la notion de hasard, tout serait décidé, définitif, diagnostiqué, avant même le hasard que peut produire une rencontre, avant qu'un diagnostic ne soit émis. Et en psychiatrie, c'est peut-être la pire des choses qui puisse arriver, et on est en train d'y arriver. Donc je crois que la question du libre arbitre, du hasard de cette rencontre, qui parfois passe par de la poésie, surtout avec un enfant, c'est quelque chose qu'on est en train de perdre, et je ne suis pas certaine qu'on soit en train de se représenter la gravité de la situation. C'est-à-dire que je n'avais pas reçu d'enfants depuis longtemps, et là, ils arrivent tous avec des diagnostics préétablis, en général mis en place par l'institution scolaire, et des enfants qui sont terrorisés, là où parfois il y a des situations qui se démêlent à l'ancienne, si je puis dire, extraordinairement bien dans la question de la rencontre, du lien et du savoir clinique qui est en deçà de la personne. Et je pense que le fait de vouloir bannir le hasard au niveau de positions pseudo-scientistes, les classifications ne sont pas des vraies sciences, là, on ferait bien de s'alarmer, de se demander qu'est-ce qui est en train d'arriver à l'humain en tant que tel, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Alors, Norbert Gautran, je vous oublie pas, vous êtes au bout de la table, mais voilà. Peut-être vous voulez commenter ce qui s'est dit, ou sinon, vous m'avez envoyé une phrase qui m'a surpris, qui me laisse encore dubitatif. Le hasard, une mauvaise lecture de la nature. Ça, c'était ce qu'on pensait entre le Moyen-Âge et le XIXe siècle. Vous me rassurez. C'était le hasard est une illusion produite par l'ignorance des causes et provient d'une mauvaise lecture du livre de la nature. Donc ça, c'était une hypothèse moyenâgeuse, remplacée au XIXe siècle par la loi des grands nombres, c'est-à-dire déchiffrer et corriger le hasard et guérir à travers l'accumulation massive de données cliniques. Et on en arrive au big data, où la décision, finalement, est moins clinique que basée sur des machines, des données qui vont déterminer un diagnostic. La limite étant que le diagnostic qui sera déterminé doit être connu par la machine, ce qui fait que de nombreux diagnostics ne peuvent pas être portés puisque la machine ne les connaît pas, puisqu'elle ne les a pas explorés, elle n'a pas eu l'occasion de les intégrer.
Donc c'est le vaste sujet de l'intelligence artificielle et ce que je pense être la diminution grave de la clinique dans l'exercice actuel de la médecine. On pourra peut-être faire un tour de table sur cette question, mais Michel Zonza, pardon, à chaque fois Xavier Zonza, excusez-moi, bon, excusez-moi, je veux vous baptiser Michel, je ne sais pas pourquoi. Vous aviez des commentaires. Oui, je veux resituer la psychiatrie un peu entre les sciences sociales et les approches biologiques. Parce que sur le plan méthodologique, il y a les uns aujourd'hui qui sont dans la génétique, qui travaillent comme des biologistes. Il y en a d'autres qui sont travaillent dans les asiles, qui sont beaucoup plus dans le social, avec des confrontations des problèmes sociaux. Et indépendamment de ça, il y a toute la psychiatrie de ville, psychothérapie de ville, qui a encore une autre approche. Mais dans la conceptualisation, c'est évident que l'approche est différente. Quelqu'un qui fait des études pharmacologiques ou biologiques, il va utiliser des modèles probabilistiques, sinon il ne peut pas expliquer parce qu'il cherche cette causalité. C'est beaucoup plus difficile d'avoir des causalités sur le plan psychologique ou quelquefois sur le plan social individuel. Évidemment, on peut dire une femme seule avec un enfant, elle a un fort risque statistique d'être malade, des tas de troubles de maladie, dépression et d'autres, parce que sociologiquement, elle est désavantagée, comme quelqu'un qui habite dans le 93, voilà, et tous ces problèmes sociétals aujourd'hui, on peut les capter avec une approche statistique en sciences sociales, mais quand on voit la personne, ça ne marche plus du tout. Tout d'un coup, on doit changer de registre méthodologique et on doit sortir de cette méthodologie des sciences. Donc c'est ça ce qui est, je crois que c'est important aussi à savoir. Nous sommes entre ces deux, c'est pour ça que j'ai essayé de donner une définition de hasard qui peut englober les sciences sociales et les sciences à la fois. Pour la psychiatrie, aussi, il faut différencier entre diagnostic d'une part, prise en charge et thérapie d'autre part. Dans les années 80, on a essayé, justement parce qu'il y avait 5 psychiatres, il y avait 5 diagnostics différentes, une approche complètement statistique, parce qu'on a compté les symptômes, c'est ça une dépression, 1, 2, 3, 4 symptômes, c'est ça pour nous la dépression, on n'a pas de causalité. Avant, on avait même une théorie, la dépression réactionnelle, on disait. La dépression réactionnelle était un diagnostic de l'Organisation mondiale de la santé. Cette dépression réactionnelle, elle a presque disparu, parce qu'on comptait les symptômes et par mesure statistique, on essayait de voir si tel ou tel moyen pouvait aider à ça. Vous voyez comment on est loin d'une causalité dans cette démarche diagnostique. Pas du tout causale, pas du tout bactérie, parce qu'une bactérie, je fais ceci ou cela, je prends ce médicament ou un autre. On était loin, et c'est ça encore le dilemme jusqu'à aujourd'hui, des théories causales qui peuvent diriger nos démarches. J'aimerais bien vous entendre les uns et les autres sur la thématique qui a été lancée, sur ce qui est source de beaucoup de promesses, sur les big data, l'intelligence artificielle, parce que c'est quelque chose qui a émergé dans nombre de vos commentaires. D'abord, je voudrais toujours faire allusion au début si j'ose dire, de sciences dures dans la médecine au XIXe siècle. Je ne manquerai pas d'évoquer Karl Vogt qui disait « Le cerveau sécrète la pensée comme le rein sécrète l'urine, le foie la bile ». Donc de voir les choses de manière aussi mécanique fait qu'on ne peut pas ne pas se trouver dans les grands nombres, en effet, et d'avoir envie de faire des statistiques, et on s'éloigne, je crois, de la définition si tant est qu'il y a une définition, d'un homme, d'un être humain. On s'éloigne aussi de la pratique de la médecine comme art, et on sépare de la compréhension qu'avaient plutôt les anciens, que ce qui se passe dans le corps, l'homme n'est pas étranger à la nature, pas étranger à son environnement. Ce qui se passe à l'extérieur,
est reflété de ce qui se passe à l'intérieur. Le macrocosme et le microcosme, ils sont en miroir. Et bon, on a cette tentation prométhéenne de croire qu'on va réglementer ou comprendre ou gérer. Et on vous parle aussi d'hommes augmentés, comme si ça avait un sens d'augmenter les hommes, mais là, ils ont déjà leur totale définition, qui vous conduit à la folie de savoir qu'on ne pourra pas augmenter tout le monde, donc il y aura des surhommes, les autres resteront de côté, et augmenter avec des mécaniques me paraît une impasse. Mais c'est un point de vue de médecin traditionnel, ancien. De clinicien, on pourrait dire aussi. De clinicien, oui. Et puis d'espérance quand même. C'est qu'un homme est déjà complet dans sa définition. Vous allez augmenter quoi? Ses performances sportives, ses performances intellectuelles. Il a déjà sa place dans la nature. C'est pas que il peut améliorer sa connaissance, il peut améliorer ses thérapeutiques, mais ses performances, il me semble qu'il est déjà au top. Et on a oublié une chose que les anciens connaissaient bien, c'est que avant les Lumières, les gens se sentaient appartenir, une âme groupe, à une famille, à une tribu, à une généalogie. Et la pathologie se manifestait au milieu. Qu'est-ce que c'est qu'une âme groupe? On l'a oublié. On a vu que les individus. Mais il y a des ensembles qui réagissent. Sylvie Zucca, vous avez ajouté un mot? Juste un petit mot à partir de ma connaissance et de mes questions sur les jeunes adolescents que je vois en nombre, c'est leur rapport au numérique et à la manière dont ils accrochent déjà à l'idée peut-être que le reflet de ce qu'ils voient sur ces écrans peut être une partie d'eux-mêmes et comment ils peuvent glisser très vite de l'autre côté en pensant que ce qu'on leur propose, c'est un effet du hasard, alors qu'en fait, ils n'ont pas encore les moyens pour repérer ce qui leur pourrait être d'une manipulation et ou d'un effet de choix subjectif. Et c'est confronté à ces questions-là, aussi bien par la question des jeunes anorexiques qui veulent ressembler à mais qui ont toujours existé, attention, hein, l'anorexie n'a pas attendu la vie numérique pour exister, mais elle a pris de nouvelles formes maintenant, à tel point qu'il y a des sites qui existent sur comment maigrir encore plus, mais qui sont maintenant, il y a maintenant des avertissements, hein. Alors que pour d'autres questions, comme celles que je connais un petit peu aussi, qui sont les enfants dits transgenres, qui est la nouvelle mode du moment, on peut se demander à quoi correspond cette inflation subite, si ce n'est une espèce de facilitation probablement très grandement manipulée, mais de manière imperceptible, sur regarde, change ton image, regarde de l'autre côté du miroir, viens avec moi. Sauf que de l'autre côté du miroir, il n'y a rien, il n'y a qu'une vitre sans teint, et des médecins qui disent oui, c'est vrai, on va vous aider. Donc moi, je m'interroge beaucoup sur où en sommes-nous aujourd'hui dans la question de l'éthique profonde du médecin à ce moment-là des grandes manipulations dont certaines sont absolument invisibles à nos yeux, mais extraordinairement puissantes. Xavier Jonza voulait réagir, je m'excuse, juste je pense à la question du transgenre et de ses enfants. Ah, sur les big data, d'accord. Oui. Et après, il faut faire très attention à bien compartimenter ma réponse. C'est pas parce que je crois à des big data et je mets des grands espoirs dans ces techniques. Je ne veux pas nier qu'il y a un psychisme et qu'on doit avoir des liens sociaux et que nous avons une culture et nous avons la tâche de nous adapter avec des connaissances que nous allons avoir, de créer notre société et notre culture de nouveau. Mais c'est évident, on l'a vu avec le Covid, où on a ce que les chercheurs, par exemple pour les structures, pour la structuration des protéines, ce qui était 12 ans de recherche pour un chercheur il y a encore quelques années, on fait ça aujourd'hui en 2 semaines. Donc c'est évident que ça donne des perspectives en pharmacologie, ça donne des perspectives partout. Et maintenant de lier différentes grandes mémoires et de les connecter à travers des ordinateurs, ça peut évidemment élargir notre horizon, même si c'est une méthode qui n'est pas très créative en tant que telle, mais qui va quand même beaucoup accélérer notre connaissance du cerveau. Indépendamment de ça, comment faire avec ça, sociétalement, individuellement, comment gérer les conséquences de ça. Ça, c'est une autre chose, évidemment, aussi pour nous,
les psychothérapeutes et les psychiatres. Donc Thierry Hervé, on ne vous a pas entendu sur cette question. Vous qui êtes un spécialiste de la naissance qu'on a qualifié de miracle pendant longtemps. Ah ben ça, là aussi, on peut s'amuser à savoir comment on a été conçu, etc. Au début, il y a très longtemps, on pensait que, mesdames, vous étiez des êtres qui étaient en creux et froides. Voilà. Et puis que nous, on était des êtres en relief. Je ne ferai aucun commentaire et plus chaud. Jusqu'à ce qu'à un moment, c'est venu des Hollandais qui ont inventé le microscope. Au début, c'était pour compter le droit fil donc chez les drapiers. Puis il y en a un qui a regardé ce qu'il y avait dans les ovaires des lapins. Puis on s'est aperçu que nous, dans notre sperme, c'était pas des homoncules. On pensait que c'était des tout petits bonshommes qui rentraient, qui allaient se développer chez vous, mesdames. Alors, ça a l'air complètement banal maintenant, la fécondation. On est passé après à la fécondation in vitro, donc ça fait partie des choses dont j'ai vu les débuts. On est passé à aux conservation du sperme. On en est maintenant à la conservation des ovocytes. C'est un petit peu compliqué à faire, donc c'est une vitrification. On en est à la conservation des embryons. On en est à la grossesse avec un don d'ovocytes. C'est-à-dire que, mesdames, vous êtes enceintes en vous, de pas vous, et a priori de votre conjoint avec, j'aime à le rappeler quand même, il y a un certain nombre de complications quand on a un don d'ovocytes, donc ne le cachons pas. Donc là aussi, pareil, on est arrivé à des limites qu'on repousse régulièrement. D'ailleurs, l'OMS a dit que la stérilité était une maladie, et donc il fallait s'en occuper. Donc après, à nous, avec nos outils, à ne pas aller trop loin, parce qu'on sait manipuler des choses, je ne sais pas trop. Alors là aussi, pareil, on a dit qu'au début que les enfants qui étaient nés de l'ICSI, il y avait plus de malformations. Puis alors après, encore une fois, vous mettez des big data, puis vous apercevez que non, finalement, que les choses sont pas si mal que ça. Si on prend autre chose à l'inverse de la conception, on a la contraception, qui est le fait d'avoir des rapports et de ne pas aboutir à une grossesse. Il y a eu un certain nombre de données qui ont été faites sur des médicaments, ça donnait des phlébites, et puis après on a changé de produit. Et là, on est en train de sortir des données qui ne sont pas sur 10 000, 50 000, mais sur des cohortes de 100 000 femmes qu'on va comparer les unes aux autres pour savoir quoi dire et où sont les risques. Après, la question c'est où mettez-vous le risque ? Je vais reprendre la salle de travail, qui est mon univers habituel. Une femme sur 20, 5% va faire une hémorragie de la délivrance, et une femme sur 100 va risquer sa peau avec une hémorragie gravissime. Au début, on ne savait pas quoi faire, puis là encore, on a étudié des techniques, des thérapeutiques, de manière à essayer de réduire tout ça. Donc voilà, donc là, merci les big data, j'ai vraiment rien contre le fait d'accumuler. Après, encore faut-il que les données soient comparables. Et si vous comparez les traitements d'infertilité d'il y a 50 ans, d'il y a 30 ans, d'il y a 20 ans, c'est pas les mêmes. Donc là aussi, il faut prendre des données récentes et il faut les pouler. Et heureusement que les médecins, merci Internet et autres, arrivent à travailler ensemble. Là, c'est quand même quelque chose qui n'est pas si mal. Après, chacun a son ego surdimensionné en disant « je suis le découvreur de tel ou tel traitement ». Et là, encore une fois, je ne vise absolument personne. Voilà, donc contrairement, enfin, alors, les big data, je suis assez heureux de les avoir et je suis assez heureux de compiler mes données. Alors, je vais terminer sans monopoliser encore la parole. Mesdames, vous avez été un certain nombre à accoucher et probablement ça va continuer pendant longtemps. Prenons quelque chose qui vous semblait banal, qui s'appelle l'épisiotomie. Il y a 40 ans, quand j'ai commencé à faire de l'obstétrique, c'était obligatoire de la part de nos chefs de service pour un premier. Puis, il y a une trentaine d'années, je me suis pris, je le racontais à un des internes hier, un dossier au travers du staff parce que j'avais osé, en 86, faire un forceps sans épisio. J'ai cru que ma carrière était terminée globalement. Je me suis demandé le lendemain si je partais dans le Nord, gérer une baraque à frites. Et à l'heure actuelle, j'ai rien contre le Nord et j'aime bien les frites, mais sans mayonnaise. Non, tu ne te sens pas concerné, tu n'as pas fait d'épisio. Et donc voilà, et tu n'as pas fait trop d'obstétrique, mais je viserai personne. Et donc, on a démontré maintenant que ce n'était pas indispensable. Sauf que, pour arriver à démontrer ça, il faut vous suivre, mesdames, du moment de l'accouchement jusqu'à et après votre ménopause pour démontrer si tel ou tel geste a été fait, s'il est utile, etc. En sachant qu'il y a quelque chose qui est inéluctable, mesdames, à un moment, l'horloge biologique, on est dans le temps, va quelque peu s'arrêter ou se freiner et on va passer de l'autre côté des règles, etc. Donc, avant de démontrer telle ou telle chose, il faut prendre du temps. Et ça, c'est quelque chose qui est... on est dans un congrès, dans des journées sur le temps, sur le hasard.
Et il y a des choses, il faut prendre le temps de le démontrer. Ça peut prendre longtemps. Et les papiers qui sont sortis, dans les années 90, c'était des cohortes qui étaient suivies depuis les années 70. Et là maintenant, lorsque vous êtes dans une maternité, c'est fini, on ne fait plus les mêmes forceps qu'avant. Les épisions ont quasiment disparu. J'ai une maternité où il y a 1% sur les accouchements normaux et 2% lorsqu'il y a une extraction instrumentale. On a un taux de césarienne qui est à 18%. Il y a des endroits où c'est un petit peu plus élevé. Mais on a appris à revisiter la mécanique obstétricale de façon différente. Voilà. Et à pas utiliser des drogues qu'on utilisait il y a 30 ans. On utilisait de l'ocytocine, l'argamanu. Nos chefs de service nous disaient il n'y a aucun risque. On s'est aperçu qu'il y avait quand même des soucis avec ces produits. Donc voilà, laissons le temps, agrégeons nos données. Et puis voilà, ayons la fatuité de penser qu'on n'est quand même pas obligatoirement les meilleurs. Et j'adore quand mes jeunes collègues me traitent un peu de vieux, en disant mais attends, ça se faisait quand entre eux, là tu nous parles, ça existait là, ouais, le téléphone en bakélite j'ai connu, pas eux. Ouais. J'ai connu le 1 avec les petits trucs là. Ouais. Non, j'ai 64 ans. Norbert Gontran, qu'on n'entend pas beaucoup, voilà. Non, juste, je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur la critique que j'ai faite des big data. Sinon, lorsque les big data remplacent la clinique et que finalement on fait moins de cliniques et qu'on ne fait plus que interpréter ces prédiagnostics, enfin ces diagnostics que la machine fait. Et c'est ça en fait le problème, c'est qu'en fait je pense que la clinique diminue, que l'accès aux malades devient essentiellement technique et que je pense que ça ne suffit pas. Et que nos patients, ils ont besoin qu'on leur explique, qu'on les rassure, qu'on les soigne. Donc ils sont traités, mais j'ai l'impression que parfois ils ne sont pas soignés au sens où c'est le rôle du médecin de les accompagner en fait dans une maladie. Et je pense que le pronostic peut être différent en fonction de la façon dont les gens sont accompagnés dans leur maladie, en particulier dans les maladies graves. Et je pense qu'on a tous constaté qu'avec un diagnostic qui était le même, un stade de maladie qui était le même, eh bien, il y a ceux qui sont bien accompagnés qui s'en sortent plus que les autres. Enfin, voilà. Sylvie Zucca m'a demandé la parole avant, et puis après vous allez continuer. Et puis on va vous passer la salle, donc préparez vos questions. C'est à partir de ce qui vient d'être dit, c'est toute la question du risque à prendre. C'est-à-dire quand on est médecin, il y a le risque de la parole, on s'engage dans le risque. Et aujourd'hui, ce qui est assez préoccupant, c'est que les jeunes médecins, ils sont habilités à répondre selon des critères qui sont préfixés, mais il n'y a plus cet engagement de la parole. Et c'est ça le problème numéro 1, c'est-à-dire ce qui va faire ce hasard dans la rencontre avec ce qui va déterminer le fait qu'on est bien dans une activité de soins ou simplement est-ce qu'on est là pour répondre à des protocoles. Xavier Jonza. Oui, je voudrais aussi mentionner que ce qui est très important de lier le hasard en médecine à notre activité, parce que notre activité, elle est toujours face à la mort. Elle est toujours face à la souffrance. Et ça, nous n'avons jamais à oublier, et c'est pour ça que nous avons besoin de ce contact humain. Mais je voudrais aussi dire comment le hasard impacte sur notre vision. C'est très simple. Moi, je suis allemand. Mon oncle, il était interdit de faire sa promotion en 1932. Mon père, il faisait son bac. Il était furieux parce que son frère, le mari de sa femme, ne pouvait pas faire sa thèse. Et quand il a passé son bac, tout de suite, il devrait partir en tant que soldat au front. Il a refusé ça. Il est devenu infirmier. C'était sa propre réponse à ça, à cette époque-là. Donc, le hasard, c'est juste le hasard. Peut-être pour ça qu'il a échappé peut-être à devenir un nazi. Et moi, je suis, à cause de ça, pas le fils d'un nazi. Je suis psychiatre allemand. Ça veut aussi dire je suis profondément enraciné dans l'histoire de la psychiatrie de cette époque, des concepts que nous avons eus, des concepts racistes. Je viens d'un hôpital universitaire où en 1945, nous avons trouvé tous les dossiers de l'euthanasie.
La psychiatrie en Allemagne a euthanasié énormément des personnes qui ont été hospitalisées. Donc, la conception à l'époque raciste était médicale, elle était scientifique. Donc nous vivons historiquement aussi aujourd'hui notre époque avec nos concepts. Donc nous sommes toujours aussi les produits de cette époque-là. Pour nous, si je parle des psychiatres allemands de ma génération, c'était évident que c'est un grand travail de mémoire que nous avons à faire, à suivre les dossiers médicaux, inaugurer une chaire de l'histoire de la psychiatrie sur cette époque-là, de voir ce que les Allemands ont fait, de plus qu'ils ont allé à l'Est, de plus que c'était pire. Tout ça a été fait avec des théories. Donc la culture, des questions des valeurs, de la culture que nous avons, surtout aussi en médecine, en psychiatrie, jouent un rôle énorme face à la souffrance, face à la mort. Merci. On vous passe la parole. Vous avez plein d'experts, de médecins qui peuvent répondre à vos interrogations, à vos questions. Est-ce que quelqu'un veut se lancer ? J'ai peur que avec les machines, et j'ai peur que la parole du patient soit un peu oubliée. J'ai peur qu'on ne tienne pas compte actuellement de ce que c'est le patient de lui-même. Et j'ai peur qu'on oublie ça et qu'on oublie de nous écouter. Par exemple, j'ai un exemple. J'ai eu 2 amis qui ont été opérés et on leur a enlevé la thyroïde. Hein. Et donc, l'infirmière passait, c'était un hôpital qui tenait compte de la douleur. Donc, l'infirmière passait et disait comment vous avez mal. On leur donnait une réglette et elle marquait sur la réglette leur souffrance, et puis c'était tout. Elle n'avait plus rien derrière. Bon, je ne vois pas à quoi... Moi, je peux aussi mesurer n'importe quoi, et puis c'est tout. Donc, à quoi servait cette réglette ? Donc, j'ai peur que dans l'avenir, ce soit beaucoup comme ça. C'est-à-dire, on utilise beaucoup de moyens techniques et on oublie le patient lui-même avec ce qu'il connaît de lui-même. Voilà. Alors je vais vous répondre de façon assez simple. On nous demande donc d'évaluer la douleur, ce qui à mon avis c'est quelque chose d'absolument indispensable. La prise en charge correcte de la douleur en France, en tout cas toujours dans notre pays, est relativement récente. On a inventé plein de succédanés de la morphine, d'autres choses, jusqu'à revenir à des vrais traitements antidouleurs. Si vous demandez est-ce que vous avez plus mal, moins mal, plus mal que tout à l'heure, etc., on va marquer plus, on va marquer moins. Et on essaye d'évaluer, on vous dit, voilà, entre 0 et 10, 0, vous n'avez pas mal, 10, prenez la douleur maximale que vous pouvez imaginer, on est dans la rage dedans, la colique néphrétique, ou mesdames, les contractions de l'accouchement, où vous situez-vous? Et on a soit de 0 à 10, soit on a des pictogrammes, un petit peu avec les sourires, j'ai mal. Et on fait la même chose avec les enfants, les nouveau-nés, quand ils ont mal, on va pas lui dire tu as mal entre 0 et 10. On a une échelle de la douleur en fonction des grimaces qu'ils font. Et on sait faire ça aussi lorsque vous êtes en réanimation, c'est-à-dire on a de la communication non verbale. L'intérêt de mettre ce chiffre entre 0 et 10, c'est de dire voilà, à l'instant T, vous avez une douleur que vous avez évaluée à 8, parfait, on écrit 8, mais ça pourrait être 10, ça pourrait être 4. On revient, on donne un traitement adapté en fonction de la personne, et puis X temps après, une demi-heure, une heure, en fonction de ce qu'on a donné, la demi-vie du produit, on va réévaluer la douleur, redemander à la personne par rapport à tout à l'heure, est-ce que vous avez plus ou moins mal? Bon, ça va vaguement mieux. Ok, vous avez dit 8 tout à l'heure, aujourd'hui, là, vous mettez quoi? 7,5, vous mettez 7, qu'est-ce que vous avez envie de mettre? Et ça permet, de façon assez correcte, d'évaluer et de prendre en charge la douleur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sur la deuxième partie de votre question, madame, qui est le défaut d'écoute des médecins ou des personnels soignants, c'est une plainte qu'on entend de plus en plus aujourd'hui, sans doute parce que les médecins et les personnels soignants ont de moins en moins de temps. Et il y a une étude qui a été faite
et qui a montré que les médecins coupaient la parole avant 1 minute, aux environs de 30 secondes. Donc voilà, c'est un problème. Ah bon. Oui, la douleur, je me souviens, lorsque j'étais un jeune anesthésiste réanimateur, on disait les enfants de moins de 2 ans n'ont pas le système nerveux assez mûr, ils ne sentent rien. Mais en réalité, on a fait de la vivisection, c'est-à-dire que les enfants sentaient quelque chose, mais ils ne pouvaient pas le dire. C'est extrêmement important de savoir évaluer la douleur. Je vous rappelle que pour les médecins, avant les années 50, la douleur est un signe clinique. Et je me rappelle aussi qu'un chef de clinique avait engueulé l'externe en disant « Quoi, tu lui as filé de la morphine? Je ne peux pas savoir s'il a une péritonite ou quoi, tu es un boucher. » Et donc la douleur était un signe clinique. Et donc c'est récent cette culture. Et je ne sais pas si on vous dit c'est fonction de la culture. Il y a des gens qui serrent les dents et qui affrontent leur douleur. Il y en a d'autres qui la moindre petite douleur, ils demandent des opioïdes. Et je vous rappelle notre civilisation. Vous allez au café, ce que je fais de temps en temps, vous allez au café et garçon, vous n'avez pas une aspirine? L'antidouleur est devenue tellement banale, j'ai un petit peu mal à la tête, que on évolue dans un monde où la douleur est interdite, où la douleur n'est plus un signe, où la douleur doit être combattue. On a perdu le sens médian, on a perdu le bon sens. Qu'est-ce que veut dire la douleur? La douleur terrible d'une douleur dentaire, la douleur que je connais de la colique néphrétique, il n'y a rien de pire. Et c'est vrai qu'elle est tellement terrible que lorsque le médecin arrive avec sa piqûre qui délivre les gens de la douleur, la personne vous lécherait la main de reconnaissance. Mais la douleur, c'est encore un territoire à explorer. Je crois. Est-ce qu'elle signifie quelque chose? Les gens lui donnent une signification. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose? On ne le sait pas. Vous avez la douleur, la souffrance physique, psychique, thymique. Voilà. La réponse, c'est que il faut la combattre, mais que ce n'est pas un signe. Je crois que l'écoute est très importante parce qu'on peut évaluer le degré de la douleur sur une échelle de 0 à 10. On peut prescrire des médicaments. Et peut-être il faut aussi poser la question qui s'occupe du pylolier? Est-ce que vous prenez les médicaments qui sont prescrits? Et peut-être la personne va uniquement prendre un tiers des médicaments. Mais le médecin va augmenter les médicaments parce qu'il n'a pas posé cette question. Donc, un exemple très simple, comment on a besoin du temps. Et vous avez raison. Et le temps est un facteur qui coûte beaucoup d'argent et qui n'est pas dans le budget de l'assistance publique. Aussi, pas la fréquence des rendez-vous. On n'a pas ces moyens-là. C'est désolant. Et un autre aspect, là, on a parlé de la douleur. Moi, je peux parler de la violence aussi, la contention. Le hasard, vous arrivez dans tel hôpital, aux urgences, vous avez trop bu, et on va vous bander avec des bandages, et vous avez une contention pendant 24 heures, ou même plus, quelquefois, dans un service d'urgence. Le pur hasard, et vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez rien faire. C'est le quotidien aux urgences aujourd'hui, dans l'assistance publique, la contention. Donc, actuellement, il y a, ce qui concerne la psychiatrie, c'est clair, c'est un état délétère en moyen. En ce qui concerne la violence dans les soins, pareil. Et pour des fréquences qu'on peut donner à l'assistance publique, c'est lamentable.
Alors, sur la douleur, en tant que médecin urgentiste à SOS, j'ai une petite expérience puisqu'on est souvent appelé pour ça. En premier lieu, parce que les gens ont mal, alors colique néphrétique, colique hépatique et toutes les pathologies qui font mal. On a de plus en plus, c'est vrai, les moyens de lutter contre la douleur avec des produits hyper performants. Je pense qu'en plus de calmer la douleur, c'est-à-dire la piqûre, effectivement, qui fait que les gens vont nous lécher la main, il y a surtout le fait d'expliquer ce que c'est, d'où elle vient, comment elle va évoluer. Et finalement, c'est une forme de rassurer les gens. Alors, parfois, c'est compliqué de les rassurer quand ils ont des processus qui vont mal évoluer. Mais le fait d'expliquer la douleur, comment elle va évoluer, d'expliquer très précisément l'usage des médicaments qu'on va leur donner, la périodicité à laquelle il faut les prendre, etc. Et je pense que, enfin moi j'ai assisté des dizaines de fois, les gens ont déjà moins mal avant que vous sachiez que le produit a fait effet. C'est-à-dire que c'est absolument incroyable de voir, vous faites l'injection et 2 minutes après, les gens vous disent « j'ai moins mal ». Simplement parce que vous leur avez expliqué les choses et que c'est très surprenant, quoi. D'autres questions dans la salle ? Bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde. Face à un patient, comment on explique et comment on aborde cette question du hasard lorsqu'on n'a pas de réponse et sans avoir l'impression qu'il y a un échec de la médecine ou en tout cas qu'il y a des connaissances qu'on ne connaît pas encore, puisque c'est quand même une notion qui est très peu abordée dans les études mais aussi au quotidien avec les patients. Merci. Alors, ça me fait penser, sans aller du coq à l'âne, au dépistage de la trisomie 21. Okay, donc le dépistage de la trisomie 21, vous savez que c'est quelque chose qui est dû au hasard, la trisomie 21, sauf que c'est un hasard dont la fréquence augmente avec l'âge, ça ressemble à une parabole. Pour vous donner quelques chiffres, dans la population globale, la probabilité c'est 1 pour 700, quand vous avez 30 ans c'est 1 pour 1000, quand vous avez 35 ans c'est 1 pour 250, quand vous avez 40 ans c'est un peu plus que 1%, quand vous avez 43, 44 ans vous êtes à 1 pour 25 de probabilité de porter un enfant porteur d'une trisomie 21. Et donc quand vous voyez quelqu'un, que vous faites le dépistage à l'heure actuelle qui est assez simplifié entre l'écho, une prise de sang et surtout, merci Madame Buzyn d'avoir permis le remboursement du dépistage prénatal non invasif. Il y avait une ségrégation par l'argent qui va rechercher dans votre sang un surcroît de chromosome 21 dû au fœtus. Et donc ce hasard, pourquoi moi ? Et généralement on a droit à pourquoi moi ? Mais je comprends pas, j'ai 30 ans. Et à ce moment-là, il va y avoir l'interrogation qui va se faire entre les deux membres du couple. On n'en a pas dans notre famille, on n'en a pas dans ta famille. Qui est responsable ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive quelque chose comme ça ? Hasard. Et donc là, on est obligé de leur dire que le hasard est le seul responsable avec une fréquence qu'on connaît. Prenons autre chose. Tout à l'heure, on a parlé du cancer du col. Lors des premiers rapports, et je vous rappelle que le préservatif ne protège pas du papillomavirus. Okay, je répète, le préservatif ne protège pas du papillomavirus. La probabilité d'être contaminé est aux alentours de 70%. La probabilité d'en guérir est de l'ordre de 80%. Et vous dites, mais pourquoi certaines vont filer droit sur le cancer du col et pas les autres ? On va trouver un jour. J'en sais rien. Et à chaque fois, c'est pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que j'ai une césarienne ? Parce que je suis pas dans une maternité où je vais gagner plus d'argent à 2 du mat à opérer. Mon salaire va être le même. Pas parce qu'à un moment il y a une conjonction. J'ai pas été foutu d'accoucher. Je vous ai fait une ventouse. Pourquoi moi ? Et c'est entre le hasard, la nécessité. Je suis venu, je relisais quelques pages d'un des livres qui pour moi est juste que je viens de citer, le livre de Jacques Monod qui est Le hasard et la nécessité, qu'on comprend pas du premier coup. Ou alors, je sais pas, c'est pour ceux qui l'ont lu autour de la table, si vous l'avez compris du premier coup. Moi, j'étais un peu une buse, je l'ai lu un certain nombre de fois. Voilà. Donc, voilà comment dire aux gens, et il y a un moment, il y a quelque chose qu'on comprend bien dans l'islam qui est, c'est comme ça, c'est le fatum, c'est le mektoub. D'autres questions ? Une dernière question dans la salle. Est-ce que quelqu'un veut lever le bras ? Si personne veut prendre la parole, merci à tous d'être restés juste au terme de ce débat. Merci de votre question et merci à vous tous d'avoir participé à cette table ronde.